Merci, Monsieur le Président. Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et mes chers collègues. Madame la Première ministre, nous avons écouté votre déclaration de politique générale. Et nous l'avons écoutée très attentivement. Non seulement parce que vous avez su habilement flatter notre patriotisme sénatorial, mais aussi parce que rarement un tel exercice aura aussi bien porté son nom. Puisque à la crise géopolitique dont vous avez parlé, la crise encore sanitaire, à la crise sociale et économique s'ajoute désormais en France une crise politique, une crise civique. Et précisément, cette crise politique, elle est générale, avec une France en voie de fracturation et des Français en voie de sécession. Naturellement, ce serait profondément injuste de mettre sur le dos d'Emmanuel Macron à la fois cette fracturation et cette sécession. Ce serait tout aussi injuste de ne pas reconnaître que depuis 5 ans, tout s'est aggravé. La fracturation et la sécession. La fracturation s'est aggravée. Regardez la carte électorale de la France lors de ce précédent vote. Vous avez là l'image d'une France en pièces détachées. Jamais le vote des Français n'ont autant dépendu de leurs revenus, de leur diplôme, de leur âge, de leur territoire. À l'instant, vous aviez parlé de l'assignation des Français. Mais tout se passe comme si les Français étaient assignés dans leurs différences. C'est un aveu d'échec et un terrible paradoxe pour celui qui avait théorisé la disparition, souvenez-vous, des clivages. Les clivages sont de retour, chers collègues. Ils sont de retour, plus radicaux encore dans leur forme politique. Vous avez vu l'Assemblée nationale. Et peut-être plus dangereux lorsqu'ils échappent aux catégories politiques. Alors, Madame la Première ministre, vous devez, et si vous voulez vraiment réparer ces fractures françaises, vous devez parler aux Français comme à un seul peuple. Plus de Français qui ne sont rien, plus de premiers de cordée, plus de Gaulois réfractaires. Réparer les fractures françaises d'abord. Cette fracturation qui s'est aggravée et la sécession aussi qui s'est accélérée. Elle s'est accélérée à cause de l'en même temps. Un en même temps qui n'aura rien réglé et qui aura tout abîmé. Il n'aura rien réglé parce que, de zigzag en tête à queue, ce président virevoltant d'un revirement à l'autre s'est enfermé dans l'impuissance. Et Jupiter s'est transformé en Gulliver, pris dans les fils de ses propres contradictions. Je voudrais vous en donner 1 ou 2 exemples. Vous avez beaucoup parlé des souverainetés, la souveraineté énergétique. Vous avez fermé Fessenheim, une centrale nucléaire, et on va ouvrir Saint-Avold, une centrale au charbon. Bien sûr, je vous ai entendu, et nous ne nous opposerons pas a priori contre la nationalisation d'EDF. Mais vous savez que ça n'est qu'un moyen, et que ça n'est pas du tout suffisant. Traiter aussi la question de la tarification de l'énergie, de l'électricité au niveau européen. 2 grands pays viennent de le faire au mois de mai, tout récemment. L'Espagne et le Portugal. Vous avez parlé de la souveraineté alimentaire de l'Europe. Et on vient d'apprendre qu'il y a un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui ne respecte pas, en termes de pesticides, les normes que nous imposons, nous, à nos agriculteurs. Alors ça rime à quoi ? Madame la Première ministre, vous voulez, sans avoir pu solliciter la confiance à l'Assemblée nationale, mais vous voulez retrouver, vous avez raison, la confiance pour les Français. Si vous souhaitez la retrouver, renoncez à l'en même temps. Faites des choix clairs, des choix nets, une boussole, un cap. C'est ce que nous vous demandons d'abord. Et ça tombe bien parce que vous l'avez sous-entendu, vous l'avez même un peu souligné. L'époque a changé radicalement. Le président de la République avait parlé d'un tournant avec le retour du tragique. Oui, le retour du tragique, c'est la guerre en Europe. Mais en économie, je cherche
votre ministre, mais on l'avait à votre place, si j'ose dire, cet après-midi. Le retour du tragique en économie, c'est quoi? C'est le retour de la réalité. Ce sont des taux qui ne sont plus négatifs. Ce sont des taux qui sont en train de s'envoler. L'inflation aussi, qui les suit, bien sûr. La croissance, vous avez dit que la dette serait remboursée avec la croissance. Non, parce que la croissance fléchit. Parce que la parité entre l'euro et le dollar est en train, là aussi, de s'effondrer, renchérissant l'inflation importée, bien évidemment. Donc il faut abandonner le « en même temps », c'est-à-dire renoncer à la politique de l'argent facile. Qui peut croire ici et ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, que demain dans le monde, les nations qui compteront seront celles qui ont dépensé sans compte? Et qui peut croire un seul instant que les nations qui ne tiennent pas leur compte tiendront demain leur rang sur la scène internationale? Bien évidemment. Le quoi qu'il en coûte aura été, je le crois, terrible. Pas seulement parce qu'il aura beaucoup coûté en centaines de milliards d'euros à la France. Des centaines de milliards d'euros qui sont sans lien, comme l'a dit la Cour des comptes à plusieurs reprises, avec la crise du Covid. Ce qui aura le plus coûté dans le quoi qu'il en coûte à la France, c'est un changement culturel. C'est cette fausse croyance donnée aux Français. Et vous l'avez dit à l'instant, vous avez parlé de rapport au travail. C'est cette torsion du rapport au travail que le quoi qu'il en coûte a bouleversé. Faire penser, laisser penser aux gens, aux Français, que l'État peut tout, qu'il peut pourvoir à tout, et que l'amélioration du sort de chacun dépend in fine de l'État. Ce qui est faux, plutôt que sa volonté personnelle, plutôt que des fruits de son travail. C'est ça la grande question. Madame la Première ministre, vous n'obtiendrez rien de nous, rien, si vous n'abandonnez pas ce quoi qu'il en coûte. Et dès cet été, et dans quelques semaines sur le pouvoir d'achat, nous ne cautionnerons pas de nouvelles dépenses si elles ne sont pas gagées. Si elles sont, oui, nous ferons des propositions qui ne sont pas celles-ci, voyez, mon cher collègue. Vous voyez, je l'ai déjà annoncé, mais nous ferons des propositions sur les carburants. Mais pas de nouvelles dépenses s'il n'y a pas de nouvelles économies. Pas de nouveaux chèques s'il n'y a pas des mesures d'encouragement par le travail, parce que notre marque à nous, c'est de penser que le pouvoir d'achat procède d'abord du travail et non pas de chèques, des chèques sans provision faits par l'État. Et d'ailleurs, comment pensez-vous lutter contre l'inflation avec une politique inflationniste ? Avec des dépenses de l'État qui n'ont d'autre objectif finalement que de subventionner des emplois étrangers. Sur 100 € d'une dépense de l'État, vous le savez, 62 € sont dépensés sur des produits importés et vont en réalité engraisser l'emploi à l'étranger, en dehors de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous voulons des économies et nous voulons plus de travail. Renoncer au quoi qu'il en coûte, c'est réformer vraiment. Et vous avez raison. Et nous vous suivrons si vous êtes courageuse. Pas seulement à la tribune, mais dans les faits, sur la réforme des retraites. Nous vous suivrons, bien sûr, parce qu'évidemment, il faut sauver notre régime. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour cette solidarité dont souvent j'entends les uns et les autres rebâcher le refrain. Il faut le faire concrètement. Et puis, évidemment, les réformes des services publics. Nous avons 3 grands services publics qui sont en déshérence. La santé, la sécurité, la justice, vous l'avez dit aussi. Et puis, vous avez l'école. Ne pensons pas un seul instant, mes chers collègues, que la dépense publique peut tout. D'ailleurs, si la dépense publique était la mesure de l'efficacité des services publics, la mesure de la qualité des services publics, avec 10 points de plus de PIB par rapport aux partenaires européens, puisque vous avez parlé de l'Europe, alors nous serions à l'avant-garde du bonheur universel, bien évidemment. Et le Ségur de la santé illustre ce contresens de façon spectaculaire. Il ne suffit pas de dépenser des milliards. Dépenser sans réformer, c'est échouer. Nous vous ferons des propositions sur l'hôpital, sur les déserts médicaux. Nous avons déposé une proposition de loi. Ne pensez pas un seul instant que de s'en remettre aux élus locaux, ce sera suffisant. Non, ça n'est pas possible. Nous voulons une sécurité sociale qui soit la même sur tous les territoires. Cette égalité des chances, c'est d'abord l'égalité des chances devant aujourd'hui un service public de la santé qui est un service public à plusieurs vitesses. Vous le savez.
Le quoi qu'il en coûte. Mais le en même temps, je disais, n'aura rien réglé, mais il aura aussi beaucoup abîmé. Il a abîmé les idées, parce que désormais, tout est interchangeable. Parce que désormais, on peut passer d'une conviction à l'autre. Il aura abîmé les fidélités, à force de débauchage, à force de trahison. Vous voyez, je n'ai pas l'intention et je n'ai pas non plus la prétention de penser un seul instant que je détienne la vérité. Et je crois que cette période, et vous avez souligné l'abstention, doit nous inciter à la modestie, à l'humilité. Mais j'ai la faiblesse de penser que l'honneur de la politique, madame, c'est la force des convictions. Et je pense que, à l'inverse, le déshonneur de la politique, c'est quand on renie ses engagements, c'est quand on trahit ses convictions. Eh bien, nous ne nous trahirons pas et nous ne nous renierons pas. Il y a ici des collègues qui ont des convictions très différentes des miennes, mais ils ont des convictions et je les respecte profondément parce qu'ils ont ces convictions-là. Et ce que nous voulons, nous, dans la méthode de travail que vous appelez nouvelle, c'est parler clair. Et parler clair, c'est vous dire ici, solennellement, devant quelques témoins ce soir, eh bien, que nous ne sommes pas, c'est une confidence macroniste. Nous ne le sommes pas, nous ne le deviendrons pas, nos électeurs ne le sont pas non plus, mais nous sommes patriotes. Nous aimons la France et nous voulons la réussite de notre pays. Ça signifie que notre ligne sera claire et sera exigeante. Ce sera l'intérêt supérieur du pays. Et nous pratiquerons une opposition, bien sûr, mais une opposition d'intérêt général. Vous l'avez souligné, c'est ce que nous avons l'habitude de faire. Vous avez même dit que nous sommes des précurseurs. Oui, nous sommes des précurseurs. Nous avons toujours amendé, nous avons toujours proposé. Et bien souvent, les propositions que nous avons faites sont tombées dans un silence, dans une indifférence parfois même méprisante. Vous avez parlé de la déconjugalisation, je pourrais vous parler aussi de la laïcité, de tant d'autres choses. Eh bien, ces choses-là, oubliées ou tombées justement dans ce silence profond de l'indifférence de certaines ou de certains, eh bien, nous vous les reproposerons précisément. Parler clair aussi, c'est aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la France, c'est les Français. La France qui doit être gouvernée, les Français qui doivent être écoutés. Une France gouvernée, bien sûr que la France, elle est administrée, elle est suradministrée, jusqu'à l'absurdistan, simplifiée, débureaucratisée. C'est la clé de tout, ça ne vous coûtera rien. Ce sera des économies. Et ça sera pour les Français une planche d'appel pour relever tous les défis que vous avez soulignés ici à cette tribune. Mais si la France est de moins en moins gouvernée, c'est tout simplement parce que la politique de communication s'est substituée à la politique tout court. Même désormais, la diplomatie, même désormais, cher Christian Cambon, la diplomatie s'est réduite à n'être qu'une affaire de propagande politique. Nous voulons une France qui soit gouvernée, nous voulons des Français qui soient réellement écoutés. Écouter les Français, ça signifie revenir aux sources. Revenir aux sources, ça n'est pas vouloir inventer des machins et des bidules plus ou moins participatifs qui bien souvent ne sont que des sessions de rattrapage pour des recalés du suffrage universel. Revenir aux sources, c'est revenir à la Constitution, à l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, mais aussi par la voie du référendum. Il n'y a pas besoin, justement, de Conseil national de la refondation. La France a des institutions pour réformer. Elle a un Parlement que vous devrez respecter en faisant moins d'ordonnances et en les ratifiant. 80% d'ordonnances ne sont plus ratifiées. C'est une entorse constitutionnelle, bien évidemment. Mais aussi, elle a un peuple, la France, un peuple qui veut être écouté, que vous devrez consulter beaucoup plus par la voie de la démocratie directe. Sur des grands sujets, vous avez cité l'immigration. Élargissez le champ de l'article 11. Nous vous suivrons. Ça n'est pas normal qu'aujourd'hui, les Français, sur des questions aussi importantes, aient toujours été laissés à l'écart de ces délibérations. Madame la ministre, pour terminer, pour conclure, Général de Gaulle avait l'habitude de dire que la politique, c'est une action au service d'un idéal. Vous nous proposez une majorité de projets. Ça ne fait pas un idéal. Je pense que si la confiance est aussi bas aujourd'hui, c'est parce que la politique se refuse à viser haut, toujours plus haut. Eh bien, et je m'adresse non plus à la Première ministre, si vous me le permettez, mais à Elisabeth Borne. J'ai entendu certains qui indiquaient que vous aviez un profil trop technocratique, pas assez politique.
Vous voulez que je vous dise ici? Moi, je vous dis solennellement que la politique, ce n'est pas une affaire de profil. Que la politique, c'est une affaire de courage. Ce qu'on attend de vous ici, ce que les Français, voyez, attendent de vous, c'est le courage de relever la France. C'est un courage qui consiste à dire aux Français, croyez en vous-même, croyez en la France, ayez la fierté d'être Français. Parce que la France, c'est un combat toujours recommencé contre la fatalité. Madame la Première ministre, à chaque fois que vous porterez l'intérêt supérieur du pays, nous serons là, nous serons aux côtés de la République, aux côtés de la France.